base, nous ne prétendrons jamais plus de pouvoir modéliser le monde réel à travers nos modèles. Cependant, il faut quand même pouvoir jouer avec cela. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous trouvez les voitures trop polluantes que vous repartez à la Ford T ou que vous repartez au travail en cheval. Donc, il y a clairement un besoin de se dire où est la part de modélisation et où est la part, au fait, du reste. Et je pense que, sincèrement, le gros problème, c'est le fait qu'on a laissé trop souvent la finance à des purs matheux, à des purs économistes ou à des purs chercheurs opérationnels, mais que quelque part, le gros problème de la crise financière, c'est un problème de gouvernance. Un problème de savoir, au fait, qu'attribuer, qu'est-ce qu'il faut attribuer, à quelles raisons, quels sont les déterminants réels, et à quel moment pouvoir prendre une vraie décision. Parce que quelque part, tôt ou tard, il y a un manager qui doit prendre une décision. C'est bien beau de donner une bonne toolbox, mais comme disait d'ailleurs Bernard Van Ooslage, quelqu'un qui a une bonne intuition mais qui n'a pas pris d'action est pour moi une non-information. Ça n'existe pas. S'il y a une information et que quelqu'un ne l'a pas utilisée pour prendre une véritable décision managériale, c'est comme ne pas l'avoir eue en primauté. Donc, l'important de savoir qu'est-ce que l'on peut réserver donc à cette capacité de prédiction dans la finance. Et le gros problème est celui du lancement de dés. Si vous lancez un dé et qu'après 6 lancements de dés, vous obtenez toujours la même phase du dé, il vous faudra encore un peu de temps pour comprendre est-ce que vous avez eu de la chance ou est-ce que vous avez eu finalement un mouvement de la main particulier qui vous permet effectivement de toujours avoir la même phase. Au bout de quelques milliers de lancements de dés, vous allez commencer à comprendre que la personne peut-être a fait cela on purpose, comme on dit, et qu'il ne s'agit pas de chance. La discussion a été, le même débat est apparu par rapport aux agences de rating. Quand on a 3000 downgrades en un mois de AAA, en tout cas de ce qui est supposé être AAA, est-ce qu'on n'a pas à ce moment-là largement franchi le seuil au fait de la chance pour parler d'une crédibilité au fait douteuse des modèles en place. Et au fait, si on creuse davantage, on se rend compte que quelque part, les agences de rating, le problème principal, c'est que toute une partie de la population était tout à fait contente de payer aux agences de rating des fees, parce que d'emballe, si vous avez un rating externe comme référence, vous pouvez toujours dire, écoutez, l'agence de rating m'a dit que, donc, la tranche en question est bien AAA, et je ne dois pas me soucier de savoir s'il y a une grosse différence fondamentale entre une tranche AAA et un industriel AAA, qui peut éventuellement revendre ses chaînes de production et non pas quelque chose du cloud finance. Il faut savoir aussi que philosophiquement, ne fût-ce que dans BAL 2, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans BAL 2, la réglementation quand même qui est supposée à la base être transmise en termes d'articles de loi, on a quand même des raisonnements philosophiques assez particuliers. Par exemple, on demande au risk manager des banques de calculer un montant de buffer, de tampon de liquidité ou d'equity, et on parle à différents endroits de expecting unexpected losses. Alors, là je reprends mon expérience du Venezuela. Il est clair que dans le monde anglo-américain, on est dans un monde où on essaie toujours d'attribuer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'au Venezuela, on est un peu trop dans l'autre extrême, donc shit happens, always, malheureusement. Mais chez nous, on a un peu tendance, effectivement, à trop vouloir toujours attribuer les choses à quelque chose, à quelqu'un ou à un phénomène. Et finalement, on arrive à des espèces de fallacies complètes où on espère d'arriver mathématiquement à une espérance sur quelque chose qui n'est pas inespéré, qui n'est pas espéré. Donc, quelque part, au niveau philosophique, on peut se demander ce que cela veut bien dire in fine. Et par rapport au modèle, je conclurai en disant que, si j'ai encore un peu de temps, l'important, et là on peut par contre se nourrir positivement des Américains, c'est qu'en anglais on différencie precision from accuracy. Et donc, it's better to be accurately, moyennement accurate, que d'être precisely wrong. Et donc, quelque part, ce n'est pas parce qu'un modèle a prouvé qu'il ne marchait pas, dans certains contextes, qu'il faut directement blâmer le modèle et dire on va retourner à l'âge de pierre forcément. Il faut savoir que dans le domaine immobilier, par exemple, le ratio le plus usité pour évaluer un immobilier, c'est la rente annuelle divisée par ce qu'ils appellent un facteur de cap. Quelque part, on peut le comparer à une formule financière, tôt ou tard. Et pourquoi est-ce que finalement ces gens arrivent à ce ratio très simple? C'est parce que quand ils discutent et ils négocient,
Ils ont des drivers sur lesquels ils comprennent en tout cas l'input, en tout cas par rapport au montant ou à la notion de ce qu'ils appellent la rente locative et ce qu'ils appellent le facteur de capitalisation. Ils ont en tout cas une certaine cohérence dans le jugement de ce que cela représente, et au moment de négocier, ils savent sur quels paramètres jouer. Donc un modèle qui serait trop complexe, trop sophistiqué, serait très précis, mais inapplicable. Et donc quelque part, il y a un trade-off, et vouloir la précision à tout prix veut aussi, par rapport à cette espèce de grosse discussion sur ex post et ex ante, plus vous serez précis par rapport au passé, plus probablement vous serez imprécis par rapport au futur. Donc il vaut mieux comprendre bien la moyenne du passé qu'essayer de préciser un peu trop ce qui s'est passé. L'exemple typique, c'est il y a un professeur à la KU Leuven qui est Pete Sercu, qui s'occupe beaucoup de International Finance. Il a un commentaire légèrement cynique dans son ouvrage, mais assez représentatif, qui dit « Si vous voulez être un expert analyste en Forex, vous débarquez le matin et l'important c'est de savoir dans quelle direction a été le taux de change dont vous vous occupez le matin. Vous prenez votre liste de 39 indicateurs entre le taux d'inflation, la confiance des consommateurs, etc., les différents pays, les taux d'intérêt. Vous prenez les 39 indicateurs, vous tiquez ceux qui ont l'air d'avoir expliqué au fait, l'évolution depuis hier du taux de change, et vous faites un commentaire dans le Financial Times tout à fait unhesitating sur le pourquoi le taux de change a évolué dans ce sens-là. Mais par contre, dire demain où il sera, et vous en êtes totalement incapable, puisque c'est un modèle complexe, un système complexe dans lequel il y a 39 indicateurs potentiellement qui peuvent jouer. Donc vous pouvez dire ce qui s'est passé, mais malheureusement pas beaucoup sur ce qui va se passer. Et donc au niveau des modèles, et par rapport aux produits financiers, à la crise, j'aurais deux points principaux. Il est insupportable d'arriver à toujours voir des articles qui vont blâmer les modèles. Je pense qu'il y a une pédanterie des mathématiciens pour dire qu'ils modélisaient la réalité, jusqu'au point où on a effectivement dit que de temps en temps, certains mathématiciens avaient comme conclusion que le monde n'était qu'une application imparfaite de leur modèle. Mais d'un autre côté, blâmer aussi les modèles, c'est comme aller au restaurant, en fait, et vous dites au serveur que vous avez une allergie à l'huile d'arachide. Il oublie de la communiquer au fait en interne au chef-coq, qui lui fait ce qu'on lui demande, donc de produire la même recette, toujours, et au fait la personne meurt à table d'une crise d'allergie. Et au fait, dans le monde bancaire, aujourd'hui, on va blâmer celui qui a créé le produit. On ne va pas blâmer celui qui a vendu ce produit à la personne en question. Et donc, quelque part, moi, je pense qu'un des principaux besoins aujourd'hui, c'est de rétablir une certaine réalité managériale dans la finance. C'est vrai qu'il nous faut des modèles, c'est vrai qu'il nous faut des raisonnements économiques, des intuitions derrière, sur lesquelles se reposer, mais il est important qu'on laisse sa part du gâteau à chacun. Et le monde managérial, aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'un Marcel Ospel de l'UBS dise « Je n'étais pas au courant des risques de mes départements de coin ». Soit il est ignorant, soit il y a d'autres problèmes. On va dire comme ça. Mais l'important, c'est qu'un directeur de centrale nucléaire n'a pas besoin d'être un physicien nucléaire pour savoir quand arrêter le moteur, le réacteur de la centrale nucléaire. Et ça, quelque part, dans le milieu financier, il y a une connaissance à avoir, mais il y a une transmission qui n'a pas existé. Il y a un management qui était par trop séparé, au fait, d'un monde quant. Les deux jouant une pédanterie, au fait, partagée. Les quants disant, vous ne comprenez rien à ce qu'on fait, de toute façon, on va vous expliquer. Et le manager en disant que ça c'est un laboratoire, do your best, et puis on verra à la fin ce que vous produirez. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci.